Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. On a frappé sur le mur, mais il n'y avait personne. Je tiens à préciser d'emblée que je suis une personne très rationnelle. En général, je ne crois pas au paranormal. Il y a quelques années, je suis parti en vacances avec ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon frère et ma sœur cadet. Nous avions loué une maison sur Airbnb pour 2 semaines. La maison avait 2 chambres, une plus petite au rez-de-chaussée et une plus grande à l'étage. Mon arrière-grand-mère, qui avait des difficultés à se déplacer, a dormi en bas. Nous avons tous dormi ensemble dans la chambre à l'étage. Ce détail est important. Dès le début, je me suis senti mal à l'aise dans cette chambre. À l'époque, je me disais que c'était simplement parce que j'étais jeune et que les bruits normaux de la maison m'effrayaient facilement. Mais certaines choses restaient inexplicables. Le premier événement étrange s'est produit lorsque je suis entré dans la chambre pour la première fois. La fenêtre s'est refermée brusquement à cause du vent. Et au même instant, la lumière s'est éteinte. Au début, j'ai cru que la fenêtre avait dû heurter l'interrupteur. Mais en regardant de plus près, j'ai réalisé que ce n'était pas un interrupteur mural, mais une petite lampe de chevet branchée sur secteur, avec son interrupteur sur le câble. Impossible que la fenêtre l'ait éteinte. Ce qui rendait la chose encore plus étrange, c'était la réaction de ma grand-mère. Elle semblait sincèrement surprise que la fenêtre ait été ouverte, comme si ce n'était pas normal. La nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, j'avais parfois l'impression que des choses me tombaient dessus, ou que des insectes me rampaient sur la peau. Mais chaque fois que je vérifiais, il n'y avait rien. À ce moment-là, c'était inquiétant, mais encore explicable. L'événement principal s'est produit la dernière nuit. Il était environ 22h30. Nous étions tous à l'étage, ma grand-mère, mes frères et sœurs et moi riant et parlant assez fort. Soudain, nous avons entendu frapper très fort au mur. Pas un bruit anodin, un coup clair et intentionnel. Et nous savions tous exactement d'où il venait. Mes jeunes frères et sœurs ont immédiatement eu peur. Ma grand-mère a essayé de calmer tout le monde et a suggéré que c'était peut-être mon arrière-grand-mère qui faisait une blague. Elle a ce genre de caractère. Alors nous sommes descendus pour vérifier. Mais quand nous l'avons trouvée, elle était assise confortablement dans un fauteuil, regardant la télévision, dans une pièce loin de l'escalier. Vu son état, il était impossible qu'elle ait pu se déplacer aussi vite. Elle a également confirmé qu'elle n'avait rien fait. À ce moment-là, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle. La maison était mitoyenne, alors j'ai supposé que ce devait être un voisin agacé par le bruit. Cette explication semblait plausible, jusqu'au lendemain. Pendant qu'on chargeait la voiture, j'ai regardé de plus près la maison d'à côté. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose qui me perturbe encore aujourd'hui. Les maisons étaient bien mitoyennes, mais pas à l'endroit d'où provenait le coup. Le mur d'où venait le bruit ne touchait même pas la maison voisine. Et nous l'avons tous entendu distinctement, je n'ai jamais pu l'expliquer et je me suis rarement senti aussi mal à l'aise que dans cette pièce, avant ou après. Il y a une entité chez moi. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai toujours eu une facilité à ressentir ou voir des choses ou plutôt des entités. Je baigne dedans depuis que je suis petite, donc on va dire que j'ai l'habitude de vivre des expériences paranormales. Mais il est vrai que celle-ci dure depuis un moment et n'est pas rassurante. Ça se passe dans la maison de mon copain. Pour commencer, je me suis toujours senti mal à l'aise d'y être seul, une sensation d'être observé ou suivi. Mais tout a vraiment commencé quand une fois il était dans le salon avec ses amis. C'est un salon qui donne sur la salle à manger et la cuisine, quand une chaise s'est renversée seule et est tombée par terre. Puis petit à petit, nous nous sommes mis à entendre des bruits, des chuchotements, des portes qui claquent. J'ai pour ma part parfois entendu parler d'une façon lointaine ou entendu des coups dans les murs, des portes de placard qui se ferment. Tout ça nous amène au jour où je l'ai vu et où depuis tout s'accélère. J'étais en train de faire la cuisine, il faisait nuit et mon copain était dans le studio qui se trouve dans le jardin, en face de la fenêtre qui donne sur la cuisine de la maison. Je quitte ma cuisine pour aller le voir 2 minutes dans le studio et dois donc sortir de la maison et passer devant cette fenêtre.
Mais là je fus pétrifié, mon œil a été attiré par un mouvement et je regarda vers la fenêtre et je l'ai vu, une ombre à forme humaine tout au fond de la cuisine qui donnait l'impression de me fixer sans bouger. Je me suis donc dépêché de rentrer dans le studio et tout raconter à mon copain. Prenant mon courage à deux mains, je retourne faire la cuisine seul dans la pièce où je l'avais vue à peine 10 minutes avant. Et c'était n'importe quoi. J'entendais chuchoter mais en me retournant il n'y avait personne. J'entendais des bruits de notification mais sur mon téléphone rien. Les portes d'une armoire s'ouvraient et se fermaient. Je me suis donc dépêché de finir ce que j'avais à faire et de retourner dans le studio. Le jour suivant, j'ai décidé d'essayer de rentrer en contact avec. J'ai installé une application soi-disant conseillée par les enquêteurs paranormaux. J'avais effectivement eu des résultats avec des mots plutôt inquiétants, mais je ne m'y suis pas attardé car je ne pense pas qu'il est correct de faire confiance à une application pour ce genre de choses. Depuis ce jour, à chaque fois que j'ai essayé de rentrer en contact avec ce que j'ai vu, j'ai toujours eu des résultats, beaucoup de coups dans les murs, des bruits de pas, des objets qui tombent, et désormais je crois que l'on communique grâce à la sonnette de la maison. Par exemple hier soir vers minuit, je dis en rigolant que j'espère que le fantôme ne nous a pas suivis aujourd'hui, et tout à coup la sonnette sonne 3 fois. Nous sortons la tête dehors pour voir qui aurait pu faire ça? Personne. Ce matin je me lève vers 11h, j'étais réveillé depuis 7h30, aucun bruit de sonnette, pas même la nuit. On aurait pu penser à un bug mais si aucun bruit la nuit cela doit être autre chose. J'ouvre la porte de la chambre, et là, la sonnette sonne une fois, comme si la maison me disait bonjour. La malédiction de la famille Kandem. Dans une famille richissime au nord du Cameroun, l'opulence se lit partout. Dans les villas immenses aux portails d'acier, les voitures rutilantes alignées dans les cours pavés, les bijoux étincelants qui brillent à chaque réception mondaine. Chaque membre prospère, étudie à l'étranger, dirige une entreprise florissante ou siège à de hauts postes. Aux yeux du monde, ils incarnent la réussite, la lignée bénie des dieux de la fortune. Pourtant, derrière les murs marbrés et les rideaux de soie, une terreur ronge la famille. Chaque année, le 6 juin, à la même heure, la prospérité s'ensanglante. L'un d'eux est retrouvé mort, sans cause ni explication. La victime, la veille encore, trinque au champagne, plaisante, et respire la santé. Mais au matin, on la découvre figée, les yeux exorbités comme si elle avait contemplé l'innommable. Les autopsies commandées à prix d'or par les plus grands médecins ne donnent rien. Pas de poison, pas d'accident, pas de défaillance. Comme si la mort, elle-même, se contentait d'arracher l'âme en silence. Les plus anciens, dans l'ombre des salons décorés d'ivoire, chuchotent qu'un ancêtre aurait payé leur prospérité au prix d'un pacte. Un tribut de sang, un héritage maudit. À mesure que la date fatidique approche, le faste de la maison semble se fissurer. Les lustres en cristal tremblent sans qu'aucun souffle d'air n'entre. Les tableaux de maître, témoins muets de leur gloire, paraissent observer les vivants avec un regard accusateur. Dans les couloirs tapissés de tapis persans, des pas résonnent la nuit alors que chacun est enfermé dans sa chambre luxueuse. Les enfants, malgré les jouets venus d'Europe et les chambres princières, pleurent dans leur sommeil, hantés par des cauchemars d'une silhouette sombre qui s'approche, ses mains tendues pour réclamer son dû. Et dans les nuits précédant le 6 juin, les domestiques, bien payés pour se taire, jurent entendre des murmures gutturaux derrière les murs, comme une langue oubliée exigeant un dû. Puis vient minuit, le silence tombe, lourd, glacial, même les générateurs derniers cris semblent se couper un instant. Alors la maison choisit sa proie. Le lendemain, la richesse ne protège plus. Un cri éclate, et un nouveau cadavre s'ajoute à la liste. La famille s'enrichit toujours, année après année. Mais chaque 6 juin, elle paie son tribut. Leur fortune a un prix, et ce prix est le sang des leurs. Le nom qu'il ne fallait pas dire. Cette histoire aurait été racontée par l'entourage d'un homme sans histoire particulière, quelqu'un de discret, vivant seul dans une grande ville, avec une vie stable, jusqu'au moment où il aurait eu un conflit banal avec une personne qu'il connaissait à peine, une dispute courte, sans gravité apparente, mais marquée par une phrase qu'il n'avait pas prise au sérieux sur le moment, quelque chose comme une menace à peine voilée, prononcée calmement, presque sans émotion, et qu'il avait oublié. Dès le lendemain, pensant à une simple colère passagère. Pourtant, quelques jours plus tard, des choses ont commencé à changer autour de lui, d'abord de manière subtile,
presque imperceptibles, une fatigue inhabituelle, un sommeil perturbé, des rêves étranges dans lesquels il entendait son propre prénom répété lentement, toujours avec une intonation différente, comme si plusieurs voix tentaient de le prononcer sans y parvenir correctement. Au réveil, il ne se souvenait pas clairement des rêves, mais une sensation persistante restait, une impression d'être observé, même en pleine journée, même dans des lieux familiers, puis les phénomènes ont évolué. Des objets dans son appartement semblaient légèrement déplacés, pas assez pour être évidents, mais suffisamment pour créer un doute constant, une chaise tournée différemment, un tiroir entrouvert, un verre qu'il ne se souvenait pas avoir utilisé, des détails qui, pris séparément, pouvaient s'expliquer, mais qui, ensemble, formaient quelque chose de dérangeant. Très vite, son comportement a changé. Il est devenu plus silencieux, plus isolé, comme absorbé par une pensée qu'il ne partageait pas, et surtout, il a commencé à éviter de prononcer son propre prénom, ce qui a intrigué ses proches, car lorsqu'on l'appelait, il mettait plusieurs secondes à répondre, comme s'il hésitait, ou comme si le simple fait d'entendre son nom le mettait mal à l'aise. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu quelque chose de vague, disant simplement qu'il avait l'impression que quelque chose l'écoutait à chaque fois que ce nom était dit. Les jours suivants, les choses ont empiré, il affirmait entendre des murmures chez lui, toujours très faibles, presque imperceptibles, mais suffisamment clairs pour reconnaître une chose. Ces murmures tentaient de dire son prénom, encore et encore, avec des variations, comme si plusieurs voix essayaient de l'apprendre. Une nuit, un ami venu lui rendre visite a entendu ces sons lui aussi, un bruit bas, continu, comme un chuchotement venant d'aucune direction précise, ce qui a marqué un point de rupture. L'homme a alors avoué quelque chose qu'il n'avait pas dit jusque-là, lors de la dispute initiale, l'autre personne aurait prononcé une phrase étrange, quelque chose qu'il n'avait pas compris sur le moment, dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, suivi de son prénom, répété plusieurs fois, mais avec une intonation différente, plus lente, plus appuyée. À partir de là, tout a pris un autre sens. Les phénomènes sont devenus plus directs, plus proches, il disait ressentir une présence derrière lui lorsqu'il prononçait son nom à voix haute, une sensation immédiate, comme si quelque chose se rapprochait à chaque fois. Il a alors cessé complètement de répondre à son prénom, demandant à ses proches de ne plus l'utiliser, ce qu'ils ont d'abord pris comme une réaction excessive, jusqu'à ce qu'un événement les fasse changer d'avis. Un soir, alors qu'ils étaient plusieurs dans son appartement, quelqu'un a prononcé son prénom par réflexe. Immédiatement, quelque chose a changé, le silence est devenu total, l'air plus lourd et un bruit s'est fait entendre, un seul, derrière eux, un déplacement lent, comme un pas, personne n'a bougé, personne n'a parlé mais tous ont ressenti la même chose, une présence juste là, hors de leur champ de vision. Après cet événement, l'homme s'est isolé complètement, coupant contact avec presque tout le monde, évitant toute interaction où son nom pourrait être prononcé, mais le détail le plus dérangeant est apparu plus tard, dans les rares messages qu'il envoyait encore. Il ne signait plus jamais avec son prénom et un jour, dans un message plus long que les autres, il a écrit une phrase qui reste inexpliquée. « Ce n'est pas un sort pour me faire du mal, c'est un moyen pour me trouver. » Après cela, il a cessé toute communication et selon ceux qui ont tenté de le revoir, son appartement était vide sans trace de départ, sans désordre comme s'il avait simplement disparu, mais le détail qui continue d'inquiéter ceux qui connaissent cette histoire, c'est ce que certains affirment encore aujourd'hui. Parfois, dans des moments de silence, ils entendent leur propre prénom murmurer très faiblement, pas de la même voix mais avec la même hésitation comme si quelque chose essayait encore d'apprendre à les appeler correctement. Il ne dormait plus jamais seul. Cette histoire aurait été rapportée par l'entourage d'un homme d'une trentaine d'années vivant seul dans un appartement en ville, quelqu'un de rationnel, sans croyance particulière, jusqu'au moment où il aurait commencé à faire des cauchemars récurrents, toujours les mêmes, une présence dans l'obscurité, jamais totalement visible, mais suffisamment proche pour être ressentie, comme une forme derrière lui, immobile, silencieuse, qui semblait attendre qu'il se retourne, sauf qu'il n'y parvenait jamais, paralysé dans son sommeil, incapable de bouger ou de crier, et chaque nuit, le rêve se répétait, devenant de plus en plus précis, de plus en plus réel, jusqu'à ce qu'un détail change. Une nuit, il entend une voix, très basse, très lente, qui lui parle sans utiliser de mots clairs, comme une intention qui se forme directement dans son esprit, une présence qui ne cherche pas à effrayer mais à s'imposer, à s'installer. À partir de là,
les choses ne restent plus confinées au sommeil. Il commence à ressentir cette présence éveillée, surtout dans les moments de silence, tard le soir, lorsqu'il est seul, une sensation constante d'être observé depuis un point précis de la pièce, toujours le même, un coin sombre où la lumière semble ne jamais rester stable. Il tente d'ignorer, de rationaliser, mais les phénomènes deviennent plus directs, des bruits apparaissent, légers au début, comme des déplacements discrets, des frottements contre les murs, des pas très lents, toujours derrière lui, jamais face à lui. Puis il commence à entendre son nom, murmuré, pas dans la pièce, mais comme s'il venait de très près, presque à l'intérieur de sa tête, mais avec une intonation étrangère, comme si celui qui parlait ne comprenait pas complètement ce qu'il disait. Son comportement change rapidement, il dort de moins en moins, évite l'obscurité, laisse les lumières allumées en permanence, mais même dans la lumière, la sensation reste, constante, oppressante, comme si la présence n'avait pas besoin d'ombre pour exister. Un soir, un ami reste chez lui, inquiet de son état, et au milieu de la nuit, il se réveille brusquement, persuadé d'avoir entendu quelqu'un parler dans la pièce, une voix grave, lente, qui ne ressemble à rien de naturel. Il ouvre les yeux et voit l'homme assis sur son lit, immobile, regardant dans un coin de la chambre, sans cligner des yeux, sans réagir, comme absorbé. L'ami tente de lui parler, mais il ne répond pas immédiatement, puis finit par dire quelque chose qui ne correspond pas à sa voix habituelle, une phrase simple, prononcée calmement, « Il est là depuis le début ». Le lendemain, il ne se souvient de rien. À partir de ce moment, les choses empirent, les épisodes deviennent plus fréquents, il parle parfois seul, à voix basse, comme s'il répondait à quelqu'un, ses phrases sont fragmentées, incohérentes, mais toujours orientées vers un interlocuteur invisible. Il commence aussi à éviter les miroirs, affirmant qu'il ne reflète pas toujours exactement ce qu'il devrait, qu'il y a parfois un décalage, une fraction de seconde où son reflet semble en retard, ou au contraire en avance. Puis vient le moment qui marque définitivement ceux qui ont été témoins de son état. Un soir, alors qu'il est avec plusieurs personnes, il s'arrête brusquement au milieu d'une conversation, tourne lentement la tête vers un espace vide, et reste silencieux pendant plusieurs secondes puis il sourit, un sourire lent, étrange, qui ne lui ressemble pas. Et il dit, d'une voix calme, presque posée, il dit que vous ne pouvez pas l'entendre mais que vous allez apprendre. Un silence lourd s'installe immédiatement, personne ne comprend, personne ne répond mais tous ressentent la même chose, une présence invisible et proche. Après cet événement, l'homme s'isole complètement, coupe contact avec son entourage, et les rares messages qu'il envoie deviennent de plus en plus courts, de plus en plus étranges, jusqu'à l'un d'eux, le dernier, qui contient une seule phrase, « Ce n'est pas moi qu'il veut ». Après cela, plus rien. Lorsqu'on finit par entrer dans son appartement, quelques jours plus tard, il est vide, aucun signe de lutte, aucun désordre, juste une chose. Dans la chambre, sur le mur face au lit, une trace comme si quelque chose avait été fixé là pendant longtemps, à hauteur d'homme. Et ceux qui connaissent cette histoire affirment que le plus inquiétant n'est pas sa disparition mais cette idée qu'il répétait souvent avant de disparaître. Une phrase qu'il disait à voix basse, presque comme une évidence. Il ne venait pas pour lui faire du mal, il venait pour rester. La maison des démons. En novembre 2011, Latoya Hamon, sa mère et ses 3 enfants ont emménagé dans une maison en location sur Carolina Street à Gary, Indiana. En quelques semaines, de grosses mouches noires ont commencé à apparaître sur la véranda, malgré les températures glaciales de décembre. Ils les tuaient constamment, mais les mouches continuaient à revenir. Puis les bruits de pas ont commencé. Tard dans la nuit, la famille entendait quelqu'un monter les marches du sous-sol et entrer dans la cuisine. Quand ils vérifiaient, il n'y avait personne. Ils ont verrouillé la porte du sous-sol. Les bruits de pas continuaient néanmoins. La mère d'Hamon a vu une silhouette ombreuse faire les 100 pas dans le salon et a trouvé des empreintes humides à l'endroit où elle avait été. Au cours des mois suivants, le comportement des enfants est devenu de plus en plus troublant. Ils parlaient avec des voix graves qui ne ressemblaient pas aux leurs. La fille a rapporté avoir été maintenue et étranglée par quelque chose d'invisible. Le plus jeune garçon était assis dans un placard à avoir des conversations avec quelqu'un que personne d'autre ne pouvait voir. Le 10 mars 2012, la mère d'Hamon a été témoin de sa petite fille de 12 ans lévitant au-dessus de son lit, inconsciente. Un groupe d'amis des enfants était également présent.
La situation a atteint son paroxysme le 19 avril 2012, lorsqu'Amon a emmené ses enfants chez leur médecin de famille, Geoffrey Onyeukwu. Il a ensuite déclaré au Indianapolis Star, 20 ans, et je n'ai jamais entendu autre chose de ma vie. J'avais même peur quand je suis entré dans la pièce. Alors qu'ils étaient à l'hôpital, une assistante sociale de DCS nommée Valerie Washington et une infirmière nommée Willie Lee Walker examinaient le garçon de 9 ans quand il a eu ce que Washington a décrit comme un sourire étrange sur son visage. Selon le rapport officiel de Washington, le garçon a ensuite glissé en arrière sur le sol, le long du mur et sur le plafond. Walker a confirmé, il a grimpé le mur, s'est retourné et s'est tenu là. Il n'y a pas moyen qu'il ait pu faire ça. Les deux femmes ont fui la pièce. Walker a ensuite déclaré, ce gamin n'était pas lui-même quand il a fait ça. On ne savait pas ce qui se passait. C'était fou. La police a ensuite demandé à Washington si le garçon n'avait pas simplement fait un tour acrobatique. Sa réponse, non. Le garçon a glissé en arrière sur le sol, le mur et le plafond. Le capitaine de police de Gary, Charles Austin, un vétéran de 36 ans, a enquêté sur l'affaire et a déclaré officiellement qu'il croyait qu'il s'était produit une activité paranormale. Un psychiatre de l'hôpital a évalué Amon et a déterminé qu'elle était d'esprit sain. L'affaire a été documentée à travers près de 800 pages de dossiers officiels provenant de DCS, de la police et de professionnels de la santé. Un prêtre catholique, le révérend Michael Maginot, a finalement réalisé 3 exorcismes sur la famille. La famille Amon a déménagé en 2012 et a rapporté que l'activité avait complètement cessé. Les nouveaux locataires n'ont jamais signalé quoi que ce soit d'inhabituel. La maison a ensuite été achetée par l'enquêteur paranormal Akbagan, qui l'a fait démolir en 2016 après sa propre enquête. L'auberge isolée. Cette histoire aurait été racontée par le seul membre d'un groupe d'amis ayant accepté d'en parler après coup, une bande partie en vacances sans vraiment préparer leur séjour, tombant par hasard sur une auberge isolée en montagne, un lieu qui ne figurait sur aucune application, trouvé simplement grâce à un vieux panneau au bord d'une route secondaire, et déjà, dès leur arrivée, quelque chose ne correspondait pas dans l'apparence du bâtiment, qui semblait ancien mais habité, ni dans l'accueil, qui était calme, presque trop neutre, mais dans une sensation difficile à expliquer, comme si l'endroit fonctionnait normalement sans réellement être vivant. Ils s'installent, prennent plusieurs chambres, plaisantent entre eux, tentent d'ignorer ce malaise diffus, mais dès la première soirée, un détail dérangeant apparaît, dans la salle commune, plusieurs personnes sont assises, immobiles, à des tables, pas en train de parler, pas en train de manger, juste présentes, regardant parfois dans leur direction sans vraiment les fixer, et ce qui trouble immédiatement le groupe, c'est que ces personnes ne semblent jamais échanger entre elles, pas un mot. Pas un geste, comme si elles attendaient quelque chose. Ils mettent ça sur le compte d'une ambiance étrange, peut-être culturelle, et montent se coucher, mais dans la nuit, l'un d'eux se réveille avec une sensation brutale, celle d'être observé de très près, il ouvre les yeux et distingue une silhouette dans sa chambre, immobile, près du mur, pas assez visible pour être identifiée, mais clairement présente. Il allume immédiatement la lumière, rien, la chambre est vide. Le lendemain, il en parle, pensant à un cauchemar, mais un autre membre du groupe décrit la même chose, presque mot pour mot, une présence silencieuse, immobile, qui disparaît dès qu'on tente de la voir clairement. À partir de là, le malaise s'intensifie. Il remarque que certaines personnes vues la veille sont exactement aux mêmes endroits, dans les mêmes positions, à la même heure, comme figées dans une routine parfaite, et surtout, qu'elles ne semblent jamais quitter l'auberge. Un soir, l'un d'eux décide d'observer discrètement la salle commune pendant plusieurs heures, caché dans l'escalier, et ce qu'il voit le glace immédiatement, à un moment précis, sans signal apparent, toutes les personnes présentes s'arrêtent de bouger en même temps, totalement, un silence absolu tombe puis, très lentement, toutes tournent la tête vers l'escalier. Exactement vers lui. Il ne bouge pas, n'ose même pas respirer et pendant plusieurs secondes, personne ne fait un geste puis tout reprend comme si rien ne s'était passé. Il ne dit rien aux autres cette nuit-là. Le lendemain, il décide de partir plus tôt que prévu, sans expliquer pourquoi, mais au moment de régler, il réalise quelque chose d'impossible, le registre de l'auberge, posé sur le comptoir, contient leurs noms inscrits depuis plusieurs jours. Avant même leur arrivée.
Les dates sont fausses, antérieures comme s'ils étaient déjà venus. Ils quittent les lieux dans un silence total, sans chercher à comprendre. Mais le détail le plus dérangeant apparaît après leur retour, lorsqu'ils regardent les photos prises pendant le séjour. Sur plusieurs images, dans le fond, parmi les personnes immobiles ils se voient eux-mêmes, assis à des tables dans des positions qu'ils ne reconnaissent pas, figés sans expression et sur une photo prise le dernier soir, tous apparaissent. Le groupe entier, assis ensemble mais aucun d'eux ne se souvient de ce moment et surtout sur cette image ils ne regardent pas l'objectif, ils regardent tous dans la même direction. Vers quelque chose hors cadre, quelque chose qui, selon celui qui raconte l'histoire, ne devait pas être visible sur la photo mais qu'ils avaient pourtant tous vu, sans jamais en parler. Et depuis ce jour, une seule idée ne les quitte pas. Ils ne sont pas repartis tous ensemble, pas vraiment, parce qu'une partie d'eux est restée là-bas, assise, immobile, à attendre. Le fantôme dans le placard. Aussi loin que je me souvienne, il m'arrive des choses étranges et inexplicables, et tout a commencé dans la maison de mon enfance. Je suis l'aîné de 3 enfants, ma petite sœur a 4 ans de moins que moi et mon petit frère 6. Ma sœur et moi partagions une chambre quand nous étions petites, et celle de mon frère se trouvait de l'autre côté d'un mur. Toutes deux avaient une fenêtre donnant sur le jardin. Je me souviens de ne jamais m'être senti vraiment à l'aise dans cette chambre quand j'étais seul. Elle était au bout d'un long couloir qui menait au salon, et presque chaque fois que je sortais de ma chambre pour aller dans le couloir, j'avais l'impression que quelqu'un me suivait, me soufflait dans la nuque, et je me mettais à courir à toute vitesse vers le salon. Ma famille me prenait pour une folle quand j'arrivais là-bas en courant, haletante comme une démente, mais ils me trouvaient déjà un peu bizarre. Alors ça ne les inquiétait pas et on n'en parlait jamais. Presque tous les soirs, après l'extinction des feux et une fois ma sœur endormie, une petite lumière de la taille d'une balle de golf commençait à se former entre les 2 placards face à mon lit. C'était une lumière ovale, d'un blanc bleuté éclatant, qui s'étendait jusqu'à atteindre environ 60 à 90 cm de haut et 45 cm de large. Je ne peux la décrire qu'en la comparant à un portail. Je me cachais toujours la tête sous les couvertures jusqu'à ce que ça cesse ou que je m'endorme. Ma sœur n'a jamais rien vu. Une fois, je lui ai posé la question pendant que ça se produisait, et elle m'a juste dit de me taire et de me rendormir. Si quoi que ce soit d'autre s'est produit, je ne m'en souviens pas. J'ai eu ma propre chambre à l'avant de la maison quand j'ai grandi, et rien d'étrange ne s'est produit là-bas. Par contre, mon petit frère avait des problèmes la nuit. Certains soirs, il venait dans ma chambre et me demandait de dormir avec moi parce qu'il y avait un homme dans son placard ou à sa fenêtre qui le harcelait. Mes parents l'ont éconduit, alors il est venu me voir. Je ne lui ai jamais vraiment posé de questions, je savais juste qu'il avait peur, alors je l'ai laissé dormir avec moi. Quelques années plus tard, à l'adolescence, j'avais quitté la maison, j'avais 18 ou 19 ans, et mes parents partaient en voyage. Ils voulaient que je reste avec mes frères et sœurs pour éviter qu'ils ne fassent la fête. Le premier soir, nous étions assis dans le salon à regarder un film quand le chien est allé frapper à la porte, indiquant qu'il avait besoin de sortir. À côté de la porte d'entrée se trouvait une immense fenêtre aux rideaux ouverts, et juste à côté, le portail du jardin. Une clôture en bois de plus de 2 mètres de haut entourait tout le jardin, et ce portail était le seul accès. Quand je l'ai ouvert pour laisser entrer le chien, il s'est mis à aboyer frénétiquement, à grogner et à se cacher derrière moi. En levant les yeux, au bout de l'allée, à une dizaine de mètres, j'ai aperçu un homme d'un certain âge, grand et costaud, vêtu d'une chemise blanche sous une salopette en jean délavé, un bandana rouge dépassant de la poche poitrine. Il ressemblait à mon grand-père, qui était encore vivant à l'époque, mais en beaucoup plus grand. Paniqué, j'ai claqué le portail et le chien et moi avons couru à l'intérieur. J'ai raconté l'incident à mon frère et à ma sœur, et mon frère, en bon adolescent courageux, a traversé le jardin plongé dans l'obscurité jusqu'à la remise où se trouvait l'interrupteur des projecteurs. Nous avons fouillé le jardin et la remise de fond en comble, mais il n'y avait personne. Sans compter que, vu la fenêtre parfaitement visible de partout dans le salon, il était absolument impossible que quelqu'un ait franchi le portail sans qu'on le voie cette nuit-là. Quand le calme est revenu et qu'on est rentré, hésitant à appeler la police, mon frère m'a demandé à quoi il ressemblait. Quand je l'ai décrit, il est devenu tout blanc. Il est resté silencieux un instant,
puis m'a regardé droit dans les yeux et a dit « C'était l'homme dans mon placard ». J'ai eu des frissons. On a tous les trois paniqué. On a dormi tous les trois dans le salon, toutes lumières allumées, cette nuit-là. J'en ai reparlé il y a des années, alors qu'on était tous adultes, et ils ont tous les deux dit qu'ils ne s'en souvenaient pas. J'ai du mal à les croire. Des années plus tard, mon fils est né avec un poids de près de 4,5 kg et n'a jamais cessé de grandir. Mon ex-mari et moi ne sommes pas très grands. Je mesure 1,68 m et lui 1,78 m. Personne dans nos familles n'est particulièrement grand, à l'exception de mon grand-père, qui mesurait environ 1,98 m. Un jour, j'en parlais avec ma mère, me demandant d'où mon fils tenait sa taille, et elle m'a dit que mon grand-père avait des ancêtres très grands. D'ailleurs, l'un de ses frères, décédé avant ma naissance, mesurait plus de 2,13 m, j'étais sidéré. L'image de cet homme dans le jardin m'est apparue, j'étais persuadé à cet instant que l'homme que j'avais vu était le frère de mon grand-père. Sans doute venu pour nous dire « Vous avez intérêt à bien vous tenir, sinon… » Qui que ce soit, ça a marché, car nous avons obéi. Nous avons cherché des photos de lui, mais malheureusement, nous n'en avons trouvé aucune. Cependant, quand j'ai demandé à ma mère à quoi il ressemblait, il correspondait bien à la description.